Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à toutes dans ce nouveau numéro de Cinérama où nous allons parler cette semaine de deux films français assez différents. On commencera avec Au Poste, la nouvelle comédie de Quentin Dupieux avec Benoît Poelvoorde. Et on enchaînera avec un documentaire très séduisant, très estival de Guillaume Braque qui s'appelle L'île au trésor. Avec moi pour parler de ces deux films, Jacques Maurice. Bonjour Jacques. Bonjour Samuel. Ça va, la forme? Très bien, très bien. Parfait. Une forme estivale. Eh bien, c'est formidable. On démarre tout de suite avec Au Poste, le nouveau film de Quentin Dupieux, le drôle d'oiseau du cinéma français qui s'était expatrié aux États-Unis pour faire des comédies assez déjantées et qui là est revenu en France avec une comédie encore, mais plus littéraire, plus française, on va dire. On regarde tout de suite un extrait du film pour se mettre dans l'ambiance. Non, attends, je peux pas te parler là. Non, parce que je vais faire une bonne annonce, je te rappelle. Alors, Grégoire, c'est quoi ce film dans lequel on joue? C'est la nouvelle comédie de Quentin Dupieux. C'est qui? Je sais pas, C'est le réalisateur, j'imagine. je pense. Ça parle de quoi? C'est un flic qui interroge un suspect toute une nuit et ça va mal tourner. Il y a un meurtre. Ouais. Le titre du film? Au poste. Au Poste. La nouvelle comédie de Quentin Dupieux. Ouais. Dupieux. Avec Grégoire Ludic, Bonsoir. Benoît Poelvoorde, Marc Fraise, Anaïs de Moustier, Philippe Duquesne et une pléiade d'autres acteurs amusants. Amusant, ouais. Ouais, amusants. Bientôt sur vos écrans. Ouais, bientôt sur vos écrans. Alors Jacques, est-ce que tu aimais bien les films américains de Quentin Dupieux déjà? Oui, j'ai toujours été fan de Quentin Dupieux, qui était, comme tu l'as dit jusque-là, plutôt le plus américain des cinéastes français. Donc, il est exilé à Los Angeles, où il a fait plusieurs films très, très bizarres, très azimutés, très loufoques, absurdes, notamment avec Judas. Donc, on peut citer parmi eux Steak, Rubber, Cops. Voilà. Et donc là, c'est un retour en France, d'où il est originaire, et il retrouve du coup plus, je dirais, un imaginaire français. Donc l'histoire, c'est presque un huis clos, parce qu'on sort des fois du commissariat, parce que c'est un interrogatoire. C'est une garde à vue. Une garde à vue, voilà, avec un flic joué par Benoît Poelvoorde, qui interroge un coup d'âme qui est témoin d'un meurtre. Bon, qu'on peut dire Enfin, qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Quoi, absolument. Et donc, cet interrogatoire est très étrange. Alors, c'est beaucoup plus, comme tu l'as dit, c'est plus littéraire que d'habitude. Jusque-là, l'originalité de Dupieux, c'était vraiment de travailler sur des choses un peu conceptuelles. C'était très fondé sur une esthétique assez bizarre, mais ça passait assez peu par les dialogues. Et finalement, ça passait aussi assez peu par le travail des acteurs. Et on a l'impression que plus ça va, plus il découvre le plaisir de diriger des acteurs. Et là, les acteurs en question sont absolument formidables. Et on est dans un univers qui est très référencé, parce qu'on pense à des tas de choses, comme Buffet froid, par exemple, des choses du cinéma des années 70. À Buñuel aussi, parce que surtout sur la fin. Sur la fin, mais pas que sur la fin. C'est-à-dire c'est un absurde. C'est un absurde un peu. C'est très drôle par moment, mais c'est aussi un peu malaisant. Enfin, quelque chose d'un peu dérangé. C'est très très déconcertant. Ça joue aussi sur les dialogues, sur des choses un peu étranges, des tics de langage, des choses assez surréalistes, en même temps sur des choses visuelles. Alors par exemple, pour citer un exemple, à un moment donné, on voit Benoît Poelvoorde qui fume des cigarettes, et en fait, on voit que la fumée, il exhale par le torse. Oui. Et tout ça, c'est un vrai gag, mais c'est un gag qui est fait en toute discrétion. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, voilà. Et donc, il ne s'appesantit pas du tout. C'est pas du tout une démonstration de comédie, comme souvent on en voit à la française, voilà, avec un peu potache ou un peu démonstrative. Au contraire, ça passe mine de rien, et c'est un univers extrêmement, au bout du compte, étrange. Ça peut être déconcertant, comme tu l'as dit. Il faut quand même vraiment préciser que c'est très très drôle. Quand même, oui, c'est très drôle. Il y a vraiment des scènes à mourir de rire.
Tu parlais des comédiens, alors on va commencer par les seconds rôles. Alors il y a Anaïs de Moustier, moi j'avoue que je l'avais vue au générique et je me suis demandé où elle était passée, parce que on ne la reconnaît pas. Avec une perruque rousse et cheveux frisés, elle est assez méconnaissable. Alors il y a un certain Monsieur Fraise qui est assez génial, qui joue le rôle de l'adjoint, on va dire, de Paul Vord, alors un flic un peu pas du front, on va dire. Oui, dont la stupidité est inquiétante. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ton bêtise devient un peu troublant. C'est ça qui est étonnant. Et voilà. Et puis il y a Grégoire. Il y a un petit Grégoire Ludy qui joue le rôle du pauvre gardé à vue. Et il y a une petite apparition d'Orelsan qui est assez sympathique, de rapport Orelsan. Et puis alors en majesté, il y a Benoît Poelvoorde qui fait un sacré numéro sans en faire trop. C'est là où il y a quand même une super direction d'acteur, parce qu'on sait que Poelvoorde, il est quand même extrêmement démonstratif et tout. Et là, il est tenu et on sent qu'il a plaisir à être tenu. Oui, il est à la fois drôle, sérieux quand il le faut. Enfin, il est multiple, il est vraiment changeant, imprévisible. Et j'insiste aussi sur le côté, parce qu'à la fois c'est très court et en même temps, tu as parlé d'un coup de théâtre ou d'un rebondissement, il y en a plusieurs. Et ça, c'est aussi un trait de son cinéma Dupieux. Il avait déjà fait ça dans Réalité, qui était déjà extrêmement vicieux et sophistiqué avec Alain Chabat, où il y avait une mise en abîme de film dans le film, et qui était tout à fait vertigineux. Et là, il y a quand même aussi plusieurs moments de vertige où voilà, on ne sait plus très bien où on est. Et à la fin, d'ailleurs, on ne peut pas dire que ça se termine de manière complètement résolue. Ça laisse vraiment ça laisse une bonne impression, parce que justement, on plane une incertitude quand même. Oui, donc on parlait de Benoît Poelvoorde qui est formidable dans le film. Alors il nous a donné une interview. On vous propose de voir un extrait de cette interview vidéo dont vous pourrez retrouver l'intégralité sur telerama.fr. On répétait beaucoup, Grégoire et moi, en amont. Mais en fait, il faut connaître le texte de l'autre autant que le tien pour pouvoir faire la vitesse des réparties. Mais c'est vrai que ça demandait quand même... on le faisait naturellement, Grégoire et moi en fait, pour ne pas être pris de court, parce qu'il n'arrête pas, Quentin Dupieux, il n'arrête pas de travailler. Donc en fait, même quand on est en train de tourner, il n'y a pas de combo, il n'y a quasi personne sur le plateau. Hein. C'est vraiment une toute petite équipe. Hein. Et en fait, il monte lui-même déjà le truc. Donc il faut te mettre au service du film. D'ailleurs, on avait une expression, c'était, comment on disait, on passe du pieux au pieux. Parce que quand on avait fini, on terminait à 8h du soir, on était rincés, vraiment rincés. C'est rare qu'on me rince quand même, parce que j'ai quand même beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, je suis rincé, mais pas pour les mêmes raisons. Mais là, ce film, franchement, il fallait travailler, quoi. Alors après le commissariat de police, on va dire que c'était à La Défense, ça ressemble un petit peu de haut poste. Alors on va aller un petit peu plus loin en banlieue parisienne, on va vers Cergy-Pontoise, et plus exactement dans la base de loisirs de Cergy-Pontoise, qui est le décor d'un documentaire assez épatant qu'a réalisé Guillaume Braque, qui s'appelle L'île au trésor. Alors on va regarder d'abord peut-être un extrait du film pour voir voilà, l'ambiance estivale de ce très joli documentaire. Vous avez passé une bonne après-midi. En ce moment, il fait 27 degrés. 34 mercredi, on reçoit 3 sorties. Donc c'est une grosse journée mercredi. Comment ça, c'est pas possible? Parce que vous êtes des mineurs. On n'est pas partis en vacances, monsieur. Monsieur, quand on va les fêtes chaudes, on les cache là. On va dans le... Moi, je le fais pas, c'est chaud. On va en prison. Alors, c'était cool. Ouais, c'est bien. Pourquoi vous êtes aussi coincé? Vous faites pas confiance aux hommes? On vous connaît, hein. Non, mais après, il y a des exceptions. On va avoir ton numéro ou pas du tout? Non, du tout. C'est pas vous les exceptions. Grave, vous venez, vous nous accostez. Allez là-bas, tu regardes! Tu vois, il est sorti direct. Il faut la croquer. Allez. Même si ça implique de passer outre des interdits. Tu peux pas te baigner ici, là. C'est comme ça. Le lendemain, tu sais pas ce qui peut arriver. Les gars, ils sont partis. Alors, Guillaume Braque, on l'aimait beaucoup comme cinéaste de fiction à travers son moyen-métrage Un monde sans femme, puis le très beau Tonnerre. Alors là, il y a son passage au documentaire. Est-ce qu'il est réussi? Il est tout à fait réussi, et on pourrait dire qu'il est dans la continuité de ce qu'il a fait avant, qui était déjà des fictions entre Rosier un peu et Romer, qui était extrêmement sensible, fine, comme ça, sur des petites choses du quotidien, sur des choses amoureuses, mais qui n'était jamais mièvre. Et là, en fait, on retrouve cette veine-là, mais à travers le documentaire. Et donc, il a filmé
patiemment, parce qu'on sent qu'il a passé du temps dans cette fameuse base de loisirs, île de loisirs à Cergy, que moi, dont je ne connaissais pas l'existence, ou très lointainement. Et en fait, c'est une sorte de paradis terrestre, très étonnant, avec voilà, une plage, il y a plusieurs îles, il y a plusieurs îlots de verdure, des nids de verdure où on peut être un peu plus tranquille, où les amoureux devient un peu une espèce de terrain d'aventure. Voilà, et ça devient un terrain d'aventure, et donc il a filmé tous les gens, donc les enfants, beaucoup, des familles du monde entier, du Portugal, en passant par l'Afghanistan, et ça dessine une mosaïque humaine qui est très belle et très vivante, et mine de rien, c'est toute la force de ce film-là. Il parle énormément de choses de la France d'aujourd'hui, de la banlieue, mais en même temps, c'est jamais vraiment justement dit frontalement. C'est dit de manière vraiment très, très subtile. Et c'est un film qui donne une pêche, j'allais dire, une espèce d'énergie et de foi dans l'humanité qui est vraiment, qui est solaire. C'est un film où on ressort, on vraiment, même s'il y a une pointe aussi de mélancolie, de nostalgie, parce qu'il filme aussi vraiment une sorte aussi de paradis perdu de l'enfance, des jeux d'été, voilà. Et c'est un film très, très, très sensible et très beau. C'est presque dommage d'ailleurs qu'il sorte au plein cœur du mois de juillet, parce que c'est vraiment le genre de film qu'on aurait besoin en plein hiver, quoi. C'est comme tu dis, c'est très solaire, il y a un côté vraiment un peu édénique dans ce film. C'est peut-être pour ceux qui ne partent pas en vacances, du coup ça leur donne un peu de vacances à l'image, aller dans une salle de cinéma, mais c'est vrai que ça aurait pu être aussi effectivement un bon moment. Mais en même temps, c'est le genre de film qu'on peut voir toute l'année, je pense. Et qui fait beaucoup de bien. Voilà, donc vous aurez compris, on vous recommande très vivement ce documentaire de Guillaume Braque, qui est en plus un titre vraiment délicieux, L'île au trésor. Alors Jacques, c'est le moment de nos perles de la semaine. Alors c'est toi qui vas commencer avec une rétrospective consacrée à une comédienne chère à ton cœur, je crois. Absolument, Françoise Fabian, une comédienne que j'aime énormément, qui a fait des grands films. On peut citer entre autres Ma nuit chez Maud d'Éric Rohmer, La bonne année de Claude Lelouch, Raphaël débauché de Michel Deville. Elle n'a pas eu non plus une immense carrière, que c'est de son propre aveu d'ailleurs. Elle a fait du théâtre beaucoup, peut-être pas autant qu'elle aurait voulu, mais voilà, c'est une comédienne que je trouve extrêmement éloquente. Dans sa diction, d'une beauté incroyable, très classe. Maintenant, elle chante. Elle chante depuis peu de temps. Et puis, depuis quelques années, en plus, on a l'impression qu'elle ne vieillit pas. Alors, elle joue maintenant les rôles de grand-mère. Elle a joué dans Guillaume, Les garçons à table de Gallienne. C'est un peu comme ça qu'elle a un peu ressurgi. Et c'est vraiment une femme que je trouve extrêmement, comme ça, presque une espèce de noblesse, comme ça, que moi, je la trouvais patente. Voilà. Et en même temps, elle s'inscrit dans une tradition, j'allais dire, vraiment presque classique et littéraire de l'art des comédiens. Alors donc on peut revoir les plus grands films de Françoise Fabian, dont les 3 que tu as cités à la Cinémathèque française à Paris jusqu'au lundi 9 juillet. Et le bonus, c'est que Françoise Fabian sera présente pour plusieurs séances. Voilà. Alors moi, je vais vous parler d'une reprise en salle d'un film d'Agnès Varda, on aime toujours beaucoup, à Télérama. Ce film, c'est L'une chante, l'autre pas, un film de 1977. Alors il se trouve que c'est un des premiers films à avoir à parler de manière vraiment frontale de la question de l'avortement. Le film est sorti 2 ans après le vote de la loi Veil. Et c'est un film résolument féministe, autour de 2 femmes, l'une qui chante, l'autre qui ne chante pas. Celle qui chante, c'est Valérie Mérès, l'autre, c'est Thérèse Liotard. Et à travers leur parcours, on voit vraiment l'état de la condition féminine en France dans les années 70, les utopies et parfois un petit peu les désillusions. C'est un film vraiment qui est très ancré dans son époque, dans une époque très particulière et qui n'a quasiment pas vieilli. Un mélange de fiction poétique, de chronique quasi-documentaire et même de comédie musicale. Alors c'est peut-être la partie qui a peut-être un peu daté, la partie comédie musicale, parce que voilà, on est dans des décors, des costumes très Annie Patchouli, on va dire. Enfin, ce qui n'empêche, malgré cette toute petite réserve, vraiment, je vous invite à aller retrouver ce très très beau film d'Agnès Varda, L'une chante, l'autre pas, qui ressort en salle. Alors Jacques, je te redonne la parole.
C'est pour un film à la télé, il y a pas que ça tombe bien, c'est dimanche soir, il n'y a pas de match de Coupe du Monde dimanche soir, donc on pourra regarder, ou découvrir ou revoir Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen. Alors, pourquoi tu aimes ce film? Alors moi je trouve que c'est parmi les... Alors il y a plusieurs périodes, toujours chez Woody Allen, qui a une filmographie quand même énorme maintenant et conséquente, et depuis quelques années il ne tourne plus aux États-Unis, enfin il est revenu tourner aux États-Unis depuis, mais il a tourné pas mal en Europe à un moment donné, il a été à Londres, il a fait Match Point qui était un de ses plus beaux films selon moi, et là aussi c'est un très très beau film, étourdissant à tous les niveaux, je trouve, en termes de scénario, de marivaudage, tout ce que ça dit sur les illusions et désillusions de l'amour. Et avec un casting de folie, puisqu'on compte Javier Bardem, Penélope Cruz. Alors, c'est très marrant de les voir tous les deux. Alors, Penélope Cruz met du temps à apparaître, mais quand elle apparaît, c'est orageux. Et c'est très drôle, parce qu'on a l'impression qu'ils mettent en scène leur couple aussi de manière assez caricaturale, mais avec beaucoup d'humour, enfin, je veux dire. Et puis, Scarlett Johansson, voilà. Et Rebecca Hall aussi, qui est formidable. Et Woody Allen, dont on continue d'aimer l'esprit, vraiment depuis quelques années, notamment dans ce film-là, il y a quelque chose pareil, un rapport aux acteurs, c'est extrêmement sensuel. Le film se passe en été, ça se passe en Espagne, à Barcelone, et après il part sur la côte, il part sur la côte atlantique. Et donc, c'est tout j'allais dire tous les plaisirs. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi sur le vin, sur donc les plaisirs de la chair et les plaisirs de l'ivresse. C'est un film très hédoniste. C'est un film très, très hédoniste et en même temps très savoureux, très drôle aussi et extrêmement, avec énormément de rebondissements. Enfin, c'est un film vraiment que je trouve très très riche à tous les niveaux. Et quel casting, comme tu l'as dit. Voilà. Donc le Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen, c'est à revoir sur Arte dimanche 8 juillet à 20h55. Et moi je vais terminer avec un DVD d'un western spaghetti. On aura fait beaucoup de genres différents aujourd'hui. C'est le dernier face-à-face de Sergio Solima. C'est un classique du genre qui date de 1967. C'est un film assez politique, puisque Sergio Solima était très très ancré à gauche et à travers le cinéma de divertissement comme le western, il essayait de faire des films très engagés politiquement. C'est un peu l'histoire d'une inversion des rôles entre un prof idéaliste qui va devenir bandit, et donc entre ce prof et le chef du gang qui va intégrer. En fait, le prof idéaliste va se révéler un quasi-fasciste, alors que le bandit qui apparaissait comme très 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 brutal va devenir quand même beaucoup plus humain. Donc c'est un film assez dérangeant par cette thématique-là. Et c'est en même temps un vrai beau western spaghetti sans la caricature du genre. Super musique d'Ennio Morricone. Alors le film est réédité par Wildside dans un superbe coffret DVD Blu-ray avec un livret et des très belles photos. Et le bonus, c'est qu'il y a les deux versions du film. Parce que souvent, les western spaghetti, ils étaient un peu massacrés au montage pour être distribués en France. Et donc là, vous pourrez voir la version du film telle qu'on la connaissait, assez courte, et la version longue telle que l'aurait voulu Sergio Solima, à quelques exceptions près. Donc voilà. Donc c'est le dernier face-à-face qui est édité par Wildside. Merci Jacques pour m'avoir accompagné dans ce nouveau numéro de Cinérama. On se retrouvera la semaine prochaine où on parlera notamment de Dogman. C'était un film de Matteo Garonne qui était présenté à Cannes et qui a valu le prix d'interprétation masculine à Marcello Fonte, un étonnant comédien italien. Et le deuxième film, assez surprenant, ce sera un documentaire consacré à John McEnroe, qui s'appelle John McEnroe, l'Empire de la Perfection, un éloge du tennis et un éloge du beau jeu. Voilà, d'ici là, allez tous voir Au Poste et l'Île au Trésor en salle, et à la semaine prochaine. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.